Bonjour à tous et bienvenue au salon Les JDL édition 2023. Alors, tout d'abord, avant de commencer notre programme de conférences sur cette journée, nous avons avec nous Frédérique Taraquois, présidente des JDL. Alors, Frédérique, je me tourne vers vous. Un nouveau concept, vous avez créé, vous avez innové pour cette édition. Pourquoi? Un besoin pour toute une profession. Nous avions les matériels. Aujourd'hui, les professionnels s'interrogent et s'inquiètent de ce qui va se passer en ce qui concerne les énergies renouvelables, en ce qui concerne les énergies nouvelles. Il suffisait juste d'apposer, en fait, et d'allier le matériel et les énergies pour s'ouvrir sur un nouveau salon qui va donner des réponses à toutes les personnes de l'environnement et de l'industrie qui sont énormément chercheurs d'informations sur le sujet. Donc c'est pour ça que là vous avez construit donc un programme sur les 3 jours avec des conférences en lien avec les différentes énergies alternatives. On va parler de biocarburants, d'électrique et bien sûr on va commencer avec l'hydrogène ce matin. L'hydrogène c'est un peu le bébé de ce salon puisque on a démarré avec des partenaires. Ma partenaire de droite, Madame Locke, avec la société Gossin, avec qui nous partagions déjà depuis plusieurs années cette idée sur l'hydrogène. On peut admirer le magnifique 4x4 du Paris-Dakar qui est exposé à l'extérieur du salon. Mais en fait, on se rend compte que les gens n'ont pas assez d'informations pour savoir ce qui se passe de la distribution à la consommation pure de ce type d'énergie. Tout à fait. Donc, nous parlerons notamment tout à l'heure à 11h15 de la partie production, transport et puis stockage de l'hydrogène, vraiment l'entièreté des écosystèmes possibles. Toutes les questions auxquelles les utilisateurs aujourd'hui, que ce soit des industriels encore ou des gens de la construction, ont besoin de raison parce que les parcs vont être mouvementés, changés et on ne sait pas vers quelle énergie il faut s'orienter aujourd'hui. En tout cas, nous allons tenter d'y répondre à toutes ces questions. Merci Frédérique. Merci à vous, merci Marion. Et puis, bienvenue à tous les exposants et les visiteurs des JDL. On vous souhaite à tous un excellent salon et trouver des solutions et des informations sur toutes ces questions. Voilà. Les nouvelles énergies. Merci Marion. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, nous allons commencer cette nouvelle table ronde pour parler des défis de l'hydrogène dans la transition énergétique avec 3 invités. Nous avons en plateau 2 invités avec Nathalie Locke. Bonjour Nathalie. Donc Nathalie, vous êtes chef de projet hydrogène à l'AER, l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté et déléguée régionale France Hydrogène. Exact. Et puis Yann-Éric Starlander, vous êtes responsable des relations avec les territoires pour France Hydrogène, donc l'association de la filière. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Et nous avons à distance Miko Mered, chargé d'enseignement en marché et géopolitique de l'hydrogène à Sciences Po et à HEC Paris. Bonjour Miko. Bonjour Marion Savoie, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'hydrogène pour commencer. La France a un objectif ambitieux. C'est une économie de 6 millions de tonnes de CO2 par an dès 2030, soit l'équivalent des émissions annuelles de la ville de Paris. Alors, la France mise massivement sur l'hydrogène pour atteindre cette neutralité carbone. C'est la pierre angulaire de la transition énergétique. Donc, on va commencer tout d'abord avec Nathalie pour avoir un petit peu quand même un point sur en quoi l'hydrogène est un vecteur énergétique dans la transition énergétique, ses atouts, et peut-être nous rappeler que ce n'est pas une énergie, mais un vecteur énergétique. Alors, c'est d'abord un vecteur énergétique et on va voir que ça peut être aussi une énergie. On parle aujourd'hui d'hydrogène énergie. Pour en revenir au terme de vecteur, en fait, l'hydrogène, si on utilise une pile à combustible, va pouvoir restituer de l'électricité et de l'eau et de la chaleur en sortie de pile à combustible. Donc aujourd'hui, l'hydrogène, il n'existe pas à l'état natif sur Terre comme ça, en tout cas à la surface de la Terre, et donc il va falloir le produire. Et notamment, la France se donne comme objectif à 2030 6,5 gigawatts d'électrolyse pour produire les millions de tonnes d'hydrogène dont on va avoir besoin. Alors je fais juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, de l'hydrogène, on en fabrique déjà. On l'appelle l'hydrogène historique et il est fabriqué à partir de sources fossiles, donc il est émetteur de CO2. Les objectifs pour les années à venir, c'est de transformer cet hydrogène carboné
lui-même en tant que tel, il l'est pas, mais son mode de production l'est, en hydrogène décarboné ou bas carbone. Et toute production nouvelle devra l'être à partir de sources renouvelables ou avec des procédés bas carbone. Ça permet notamment l'hydrogène de stocker les énergies renouvelables photovoltaïques, éoliens, hydrauliques, hydroliens. On peut le produire aussi avec des procédés bas carbone ou décarbonés à partir de biomasse, mais le gros de la production sera fait à partir d'électrolyse. On va l'employer dans la mobilité, dans les engins, donc on a par exemple aujourd'hui exposé, on va l'employer aussi pour décarboner l'industrie puisque c'est le premier producteur de CO2, notamment des industries donc qui ne peuvent pas se passer d'hydrogène puisque dans certains processus, par exemple pour fabriquer de l'ammoniac, on en aura besoin. Voilà. Donc c'est très important de effectivement avoir en tête que désormais il va falloir produire cet hydrogène à partir de procédés bas carbone ou décarbonés. Oui, parce qu'en fait, on a aussi toutes ces couleurs de l'hydrogène dont on entend souvent parler. L'hydrogène gris, donc carboné à partir d'énergies fossiles, même turquoise. Donc là, l'ambition de la France est vraiment d'être sur de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou bas carbone. Voilà, exactement, bas carbone, donc il faut le dire, dont le nucléaire fait partie. Alors, on ne parle plus des couleurs de l'hydrogène. Il y avait à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, il y a 3 catégories reconnues, en tout cas par l'Europe. C'est carboné, décarboné, dont les énergies renouvelables comme source d'électricité font partie, ou bas carbone avec un seuil de 3,28 kg d'hydrogène, de CO2, pardon, produit par kilo d'hydrogène produit. Donc, il y a une limite qui est très, très basse et qui permet pas d'ambiguïté. Très bien. Merci Nathalie. Je me tourne vers vous, Yann-Éric Starlander. Quelle est la stratégie de la France en matière d'hydrogène, de manière vraiment stratégique? Oui, alors vous l'avez en partie abordé avec cet objectif de 6 millions de tonnes de CO2 évitées. Alors déjà, cette stratégie, elle est relativement récente, vu qu'elle a été adoptée en septembre 2020, 2 mois après l'adoption par l'Union européenne de sa propre stratégie. Donc pour parvenir à éviter cette émission de 6 millions de tonnes de CO2, le premier objectif, c'est de favoriser la production massive d'hydrogène. Ça a été mentionné aussi par Nathalie Locke, 6,5 gigawatts avec un accent mis essentiellement en 2020 sur la production d'hydrogène par électrolyse. Donc 6,5 gigawatts de capacité d'électrolyse, ça correspond à environ 680 000 tonnes d'hydrogène. On peut mettre en perspective par rapport au fait qu'aujourd'hui, on consomme à peu près 800 000 tonnes d'hydrogène, donc effectivement qui est aujourd'hui un hydrogène carboné pour 95% de cet hydrogène et qui est essentiellement utilisé dans l'industrie, dans les raffineries notamment. Les cimenteries. Tout à fait. Donc un des premiers enjeux, c'est déjà de remplacer l'hydrogène qui est déjà utilisé dans l'industrie, donc de décarboner l'industrie grâce à l'hydrogène. Et puis la stratégie a mis l'accent sur le fait que ça doit se faire via une chaîne de valeur française de l'hydrogène qui soit vraiment compétitive, qu'on reproduise pas un peu les erreurs qui ont pu être produites sur les énergies renouvelables et notamment les panneaux photovoltaïques qu'on est allé massivement importer de Chine. Donc ça, c'est vraiment le premier axe. Le deuxième axe, c'est de favoriser le déploiement d'hydrogène pour les mobilités professionnelles, lourdes et intensives, parce que c'est là que l'hydrogène est vraiment le plus pertinent. Il va certainement se développer aussi sur d'autres segments de mobilité, mais à partir du moment où on a besoin de puissance, d'autonomie et puis d'un confort de recharge rapide, par exemple pour les taxis, l'hydrogène effectivement montre toute sa pertinence. Et puis le troisième point, bien que les technologies hydrogène soient pour un certain nombre d'entre elles arrivées à maturité technologique et commerciale, on sait qu'il y a encore de fortes marges de progrès, d'amélioration, comme on l'a vu sur les énergies renouvelables aussi. Et donc il y a un accent qui continue d'être mis assez fortement aussi sur la recherche, développement, innovation, pour continuer d'améliorer les rendements de ces technologies. Pour être quelque part en une certaine autonomie et indépendance énergétique. Tout à fait. C'est vrai que la France a mis beaucoup l'accent, si on compare à d'autres stratégies, mais on y viendra tout à l'heure avec Nico Méred. Effectivement, la France a vraiment cet objectif de dire c'est aussi une opportunité d'être moins dépendant vis-à-vis d'importation d'énergie. Tout à fait. Alors, il y a des budgets importants.
qui sont déployés Oui. par le gouvernement. Aujourd'hui, comment ces budgets sont-ils fléchés en fonction de quel type de projet? Est-ce qu'on est plus sur l'industriel, sur la mobilité lourde, les flottes captives? Voilà. Comment Oui. ça s'orchestre? Oui. Alors au total, hein, ce sont 9 milliards qui ont été annoncés par l'État à horizon 2030, avec un certain nombre de montants déjà engagés. Donc on est assez conscient sur le fait que c'est pas que des promesses un peu Aujourd'hui, en on peut l'air. avoir un peu une idée du montant déjà Ce qui engagé est sur ces déjà 9 milliards engagé, on est sur entre 2 et 3 milliards qui sont déjà débloqués, engagés. Donc comment est-ce que ça se ventile? Alors il y a deux blocs quand même vraiment majeurs. Alors si c'était un véhicule à hydrogène, il ferait pas ce bruit. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On est sur un salon, on a des démonstrations et on entend un véhicule, bon bah pas encore à hydrogène ni électrique, mais voilà. Donc Voilà. je vous en prie. Et donc deux gros blocs, c'est d'une part le soutien à la mise en place de ce qu'on appelle des gigafactories. Il y a un exemple notamment avec McPhy, hein, je ne vais pas tous les citer, mais celui-là, il est dans la région, hein, donc pour la production massive et avec des électrolyseurs de plus en plus gros. Donc vraiment cette stratégie à la fois de la France et de l'Union européenne de créer des champions industriels au niveau européen à travers un dispositif qu'on appelle le PIEC, les projets importants européens d'intérêt commun. Alors, j'ai pas dit dans le bon ordre, mais enfin c'est ça l'idée, voilà. C'est très clair. En fait, c'est pas de l'argent de l'Europe, mais c'est l'Europe qui assouplit ses règles d'encadrement des aides d'État sur des filières où il y a vraiment, collectivement, l'Union européenne a identifié que c'est des filières stratégiques. Ça a été fait sur les batteries électriques par ailleurs. Et donc la France là est vraiment très bien positionnée parce que sur la première vague qui est vraiment sur le côté technologie, en fait sur une quarantaine de projets soutenus, il y en a un quart qui sont français. Ce qui explique que ça mobilise quand même beaucoup d'argent de l'État. Hein, donc ça, c'est plus de 3 milliards. Après, il y a un dispositif qui va bientôt entrer en vigueur, qui est un mécanisme de soutien à la production massive d'hydrogène, fléché plutôt pour l'usage dans l'industrie derrière. Et là, on est sur 4 milliards. Donc, on voit que sur les 9, il y en a quand même déjà 7 mobilisés par rapport à ça. Ça va peut-être manquer, non? Il n'y en aura peut-être pas assez. Alors, disons que la filière identifie clairement qu'on aurait sans doute besoin d'aller encore plus loin. Maintenant, c'est vrai que il faut quand même déjà dépenser et dépenser de la façon la plus utile, efficace cet argent. On est conscient que c'est déjà un effort très conséquent. Après, il y a aussi tous les dispositifs pilotés par l'ADEME, à la fois sur le côté briques technologiques, hein, des appels à projets pour continuer justement à développer les innovations. Et puis par ailleurs, ce qu'on appelle un appel à projets sur les écosystèmes hydrogène, où l'idée c'est vraiment de lier les différents usages dans la mobilité, dans l'industrie d'une part, et vraiment de penser de façon coordonnée la production d'hydrogène, son transport, sa distribution et son usage. On parle toujours un peu de la problématique de l'œuf et de la poule. Hein. Le but, c'est vraiment de bien coordonner tout ça. L'ensemble de la chaîne de valeur doit être complète. Oui. Donc après, il y a aussi un budget qui reste assez conséquent, plus de 200 millions sur la recherche et le développement, avec notamment un focus sur l'avion à hydrogène, hein. Enfin l'avion décarboné grâce à l'hydrogène et puis potentiellement des molécules de synthèse. Et puis des dispositifs pilotés. Donc il y a l'ADEME d'une part, mais il y a aussi BPI France et puis la Banque des Territoires qui pilote Donc voilà, donc les différentes entreprises, en tout cas, qui sont en train de travailler là sur l'hydrogène, peuvent solliciter des subventions, en tout cas des aides à la fois auprès de BPI ou de l'ADEME. Voilà. Et au niveau de l'Europe aussi. Et au niveau des régions, peut-être, on en parlera peut-être ensemble après, Nathalie. Peut-être juste un point, c'est de vous préciser que cette stratégie, bien que récente, elle est déjà en cours de révision. Donc vraisemblablement, soit juste avant l'été ou peut-être en septembre, il y aura peut-être une stratégie révisée. L'État souhaitant accélérer sur la décarbonation des très gros sites industriels. Mais France Hydrogène, on a vraiment insisté sur le fait qu'il fallait continuer à soutenir l'ensemble des usages, notamment la mobilité hydrogène. Très bien. Aujourd'hui, on en a parlé de McPhy notamment, qui est une entreprise régionale sur la partie Gigafactory et fabrication d'électrolyseurs. Comment ça se structure? On est plutôt sur des grands groupes qui ont, eux, les moyens d'investir sur ce vecteur énergétique, ou on arrive à avoir des pépites, plutôt des startups qui innovent énormément. Comment ça se structure et comment le gâteau se partage-t-il?
Alors en fait, il y a vraiment l'ensemble de la chaîne qui est représentée par voilà à la fois les très grands groupes, les grands énergéticiens, aussi les acteurs vraiment historiques de l'hydrogène. Hein. On a là un beau fleuron, je vais peut-être pas faire de la pub, mais français qui est un champion international dans le domaine. Des startups bien sûr, mais aussi des PME et puis des startups qui étaient des startups et qu'on peut déjà plus vraiment considérer comme des startups, hein, qui sont déjà plutôt des PME. Globalement, on est en train de recenser de façon un peu plus fine justement les entreprises dont on peut vraiment considérer qu'elles font déjà partie de la filière, soit parce que c'est ce qu'on appelle des pure players qui sont vraiment créés pour être à 100% sur l'hydrogène, ou parce qu'elles ont déjà une part quand même qui devient non négligeable de leur activité liée à l'hydrogène. Et on estime qu'il y a environ 1000 entreprises au niveau national qui se répartissent de façon assez homogène. Bon, après, certaines régions, dont Bourgogne-Franche-Comté, qui sont très bien représentées. Mais après, voilà, puis c'est aussi quelque chose qui me semble très important. L'hydrogène est vraiment une opportunité aussi en termes de réindustrialisation des territoires. Et vraiment, on voit bien que quand il y a effectivement des champions et notamment des grands groupes, bah, ça entraîne derrière tout un tissu de PME, de fournisseurs, de sous-traitants et une opportunité de diversification pour ces entreprises-là. Si on se projette, où est la demande selon France Hydrogène, vous, par rapport à vos adhérents et aux projets qui sont en train de se structurer? Est-ce que l'accent est mis plutôt sur le transport lourd, plutôt sur la mobilité urbaine, plutôt sur l'industrie? Voilà, comment ça s'orchestre? Alors, c'est vrai que par rapport aux grandes masses, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'hydrogène, on en utilise beaucoup et essentiellement dans l'industrie. Et donc, le premier enjeu, et notamment la stratégie française, c'est de déjà décarboner cet hydrogène qu'on utilise déjà, ce qui explique que sur les gros volumes, on va d'abord quand même forcément avoir l'industrie qui sort largement en tête, d'autant plus qu'il y a une accélération de l'utilisation de l'hydrogène de l'industrie lourde qui jusque-là n'en utilisait pas. En particulier la sidérurgie, où maintenant il y a des procédés qui permettent de décarboner la production d'acier en remplaçant le coke, donc du charbon, par l'hydrogène, qui est un procédé de réduction directe du minerai. Et là, tout de suite, on est sur rien qu'avec les deux sites de Dunkerque et de Marseille-Fos sur des quantités astronomiques. Voilà, tout à fait. Donc après la mobilité, oui, c'est vrai que aujourd'hui on est un petit peu sur 2 tiers, 1 tiers, voire 3 quarts pour l'industrie, 1 quart pour la mobilité. Dans nos projections, est-ce qu'on Après, c'est aussi en lien avec les émissions de CO2 qui sont quand même importantes sur la partie industrielle. Effectivement, en termes de décarbonation, c'est assez logique que l'État dise il faut traiter l'industrie lourde, d'autant qu'il y a aussi un enjeu de maintenir la production notamment d'acier sur le territoire national. La mobilité, nous dans les projections qu'on a fait, déjà clairement c'est pour nous un enjeu majeur, mais surtout ça va s'accélérer vraisemblablement aux horizons de 2030. Dans nos projections un peu plus à moyen long terme, à 2040, on voit la mobilité finalement prendre le dessus et devenir finalement plus conséquent en termes de consommation de volume d'hydrogène que l'industrie. Alors là, on parle de mobilité, mais je pense que tout le monde se posera la question à quand ma voiture personnelle à hydrogène, ou est-ce que c'est plutôt appliqué aux mobilités comme les bus, les bennes à ordures, le transport comme on peut le voir sur le salon des JDL, le transport lourd. Est-ce que l'hydrogène va s'adapter à toute mobilité? Alors, on peut le voir aussi, on a des vélos à hydrogène qui sont en train de... Ça existe sur déjà quasiment tous les segments de mobilité. Donc, sur le particulier, alors il y a une offre qui est, il faut le dire, limitée. Il y a 2 constructeurs. Il y a Hyundai et Toyota qui proposent chacun leur véhicule. Alors c'est vrai que il y a un certain nombre de particuliers qui restent réticents sur l'électrique à batterie par rapport à la crainte de tomber en rade. Donc ça peut rassurer sur certains aspects. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est des véhicules qui restent très chers, mais parce que produits en trop petite quantité. Il n'y a pas encore un maillage suffisant en termes de stations. Et l'hydrogène, à un moment donné, finalement, on était presque sur une parité en termes de coût de consommation de carburant par rapport à un véhicule essence ou diesel. Là, avec la hausse du prix d'une part du gaz naturel et d'autre part de l'électricité, ça a forcément aussi impacté le prix de l'hydrogène. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément la priorité ce segment-là, parce que on voit que l'électrique à batterie se développe quand même assez largement pour les véhicules particuliers.
En revanche, c'est vrai qu'à un moment donné, quand il y aura vraiment les écosystèmes d'hydrogène, de production avec un hydrogène compétitif, un maillage en station et un usage qui s'est vraiment développé dans l'industrie, dans la mobilité lourde, forcément, ça redeviendra aussi plus intéressant au niveau de même du particulier. Mais c'est vrai que c'est pas là-dessus qu'on met l'accent aujourd'hui. Parce que, et puis par contre, ce qu'on peut peut-être aussi rappeler, hein, c'est que c'est une mobilité qui est complémentaire de la mobilité électrique batterie, vu que, alors sur l'hydrogène, il y a deux types de motorisation. Il y a avec pile à combustible, où là vraiment, on vient alimenter un moteur électrique. Et souvent, les véhicules, en fait, c'est pas ou batterie ou pile à combustible. Les deux se complètent. Donc voilà, on ne les oppose pas du tout. Après, il y a quelque chose qui revient pas mal aussi, c'est les véhicules d'hydrogène à moteur à combustion interne, qui à un moment donné avait été un peu laissé de côté parce qu'il y avait encore des problématiques sur les polluants résiduels qui faisaient que c'était finalement peut-être pas assez intéressant, mais c'est des problèmes qui sont en passe d'être réglés et c'est quelque chose qu'on voit se redévelopper chez un certain nombre de constructeurs qui à un moment donné s'étaient concentrés vraiment que sur la pile à combustible. Donc oui, on voit vraiment que la transition énergétique porte sur le développement d'une offre industrielle française avec l'hydrogène pour atteindre une certaine indépendance énergétique. Pour en parler, Miko Mered, est-ce que vous nous entendez bien, tout d'abord? Oui, Parfait. oui, je vous entends. Allons-y. Alors, comment, selon vous, la France se place-t-elle par rapport à nos voisins européens? Est-ce qu'on est plutôt en avance, plutôt en retard? En fait, effectivement, quel est le référentiel? Alors, le référentiel en Europe aujourd'hui, c'est évidemment l'Allemagne, ça va être évidemment les Pays-Bas, qui sont des pays sur lesquels les usages de l'hydrogène sont de plus en plus développés, se développent le plus vite en Europe, parce que tout simplement, dans un cas, les Pays-Bas, nous avons un pays qui est un producteur de gaz naturel et qui cherche à se décarboner par rapport à ces éléments-là. Et deuxièmement, l'Allemagne, on est dans un pays très industriel, bien sûr, qui cherche, comme la France, ça a été dit tout à l'heure, à décarboner ses industries les plus polluantes pour rester compétitif, évidemment, dans l'industrie verte à venir. Donc, fondamentalement, ces deux pays-là avancent fortement. Maintenant, où se place la France? Eh bien, la France, c'est assez particulier. Elle a découvert ou redécouvert une nouvelle position dans la géopolitique de l'énergie en Europe jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que jusqu'à l'émergence de l'hydrogène comme une solution d'avenir à une certaine échelle, la France se voyait comme un espèce de cul-de-sac de la plaque énergétique européenne. Elle produisait son nucléaire, elle récupérait peu d'électricité ou d'énergie du reste de l'Europe, mais elle en envoyait beaucoup sous forme d'électricité grâce à son nucléaire et son énergie décarbonée de manière générale. Bon, très bien. Là, maintenant, la France est en train de se redécouvrir comme un pays qui pourrait être un pays non plus cul-de-sac en Europe, mais un pays de transit, et notamment de transit entre la péninsule ibérique d'un côté, et pourquoi pas l'Afrique du Nord, si on pousse un petit peu plus loin, et évidemment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, qu'on a évoqué tout à l'heure, où les besoins et l'intérêt sur l'hydrogène sont grands. Donc la France se positionne par rapport à ces voisins-là, et comme l'ensemble de ces voisins-là, elle a développé une stratégie gouvernementale en 2020, et comme ces voisins-là, elle est en train en 2023 d'actualiser cette stratégie pour tout simplement adapter son positionnement par rapport à l'émergence du marché. Donc on est pas en avance, pas en retard, on est dans le flot de l'ensemble des pays. Et est-ce que les États européens, ils se réunissent pour construire une feuille de route hydrogène commune pour qu'il y ait une certaine uniformisation? Ah là là, c'est là le drame, si vous voulez, de la géopolitique de l'énergie en Europe, puisque effectivement, si la France s'est découverte avec une nouvelle position dans cette géopolitique de l'énergie en Europe, l'Union européenne elle-même s'est découverte une nouvelle raison d'être avec l'hydrogène. Je m'explique, c'est-à-dire que vous l'avez dit depuis le début, l'hydrogène, pour qu'il puisse alimenter une industrie verte, il faut qu'il soit produit à partir d'énergie renouvelable massivement. Donc à partir de là, les deux éléments sont absolument indispensables, sont imbriqués. Donc les questions de production de l'hydrogène sont directement liées aux négociations sur le marché de l'électricité en Europe, qui aujourd'hui reste encore indexé sur les prix du gaz, et ce qui a posé problème évidemment en 2022 et qui continuera à poser problème certainement fin 2023 et aussi longtemps que la guerre en Ukraine durera. Mais au-delà même de ça, le sujet, c'est aujourd'hui quel est le référentiel de prix par rapport à la production d'hydrogène bas carbone issu d'énergie renouvelable. Quel est l'intérêt de produire de l'hydrogène en Europe qui va être peut-être un petit peu plus cher que de l'hydrogène qui pourrait être importé d'ailleurs dans le monde? Toutes ces questions-là font qu'aujourd'hui, l'hydrogène est central aux négociations sur le marché
de l'électricité et sa réforme. Et tout simplement, l'hydrogène est central sur l'ensemble de la révision des politiques énergétiques en Europe, que ce soit donc en touchant les fossiles ou que ce soit sur la question du renouvelable. Et j'ajouterai un dernier point qui est aussi l'émergence de plus en plus intéressante, ou en tout cas qui touche de plus en plus le grand public, donc il faut en parler, de l'hydrogène natif ou hydrogène issu du sous-sol, tout simplement, hydrogène géologique, comme le disent les Américains. L'hydrogène, alors on parlait de couleur tout à l'heure et on disait qu'elle n'existait plus, c'est l'hydrogène blanc, mais voilà, qui avec des puits. Voilà, on va éviter les couleurs parce que certains disent hydrogène blanc, mais en Afrique, c'est très mal considéré. D'autres parlent d'hydrogène natif, mais aux États-Unis, c'est très mal considéré. D'autres marketeurs ont inventé le principe d'hydrogène doré pour incarner le côté Eldorado de cet hydrogène naturel. Bref, le plus simple, c'est de parler d'hydrogène géologique ou même encore d'hydrogène primordial, comme le disent les géologues spécifiquement. Donc, cet hydrogène géologique, pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est que la France, de par les investissements positionnés par le CNRS, un certain nombre de laboratoires partout en France et d'industriels qui ont plus ou moins soutenu la recherche sur le sujet, la France aujourd'hui est à la pointe littéralement dans le monde sur la recherche, l'exploration et les capacités potentielles à moyen terme, donc à la fin de cette décennie, de commencer à exploiter cet hydrogène géologique. Et pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'il y a un certain nombre de découvertes qui sont faites en Espagne, à Djibouti, en Australie, en Nouvelle-Calédonie ou même en France continentale. Mais je pense que c'est même en Bourgogne. En Bourgogne, vers Nevers, je crois, il y a une source, enfin, je ne sais pas si on appelle ça une source du coup, mais en tout cas de l'hydrogène naturel, il me semble. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a 3 sondages tests, dont un du côté de Nevers, un à côté de Besançon et un qui devrait voir le jour en Saône-et-Loire. En fait, c'est géologique, comme l'a dit Miko, et donc on peut pas en trouver partout, mais il s'avère quand même qu'il y a beaucoup d'endroits, notamment la France, qui pourrait être le futur gisement majeur en Europe d'hydrogène, alors géologique. Géologique, voilà. naturel. Oui, tout à fait. Et alors, on a eu une découverte en fait qui a été annoncée par le CNRS et la Française de l'énergie en Lorraine le mois dernier. Et pour le coup, si on pousse, si on prend la fourchette haute de ce qui a été annoncé, on pourrait s'acheminer potentiellement, je mets évidemment beaucoup de pincettes, mais on pourrait s'acheminer vers un gisement potentiel sur toute la région du nord-est de la France, qui pourrait être de l'ordre de 40, 45, peut-être plus encore, de millions de tonnes d'hydrogène. Et pour donner un référentiel à ceux qui nous suivent, ça représente une demi-année de consommation mondiale, mais surtout pour être encore plus précis, ça représenterait juste ce qu'on a commencé à estimer avec ça, et c'est que le début, ça représenterait grosso modo 100 ans de marché adressable français de l'hydrogène actuel. Et là, on parle d'un hydrogène qui n'est pas cher, et on parle d'un hydrogène qui est le plus climate friendly, évidemment celui qui a la plus basse intensité carbone. Le plus vertueux, le plus local, tout à fait. Exactement. Est-ce que l'hydrogène, ça pose quand même j'imagine que ça pose des débats géopolitiques au niveau de l'énergie de manière globale, n'est-ce pas? Mais voilà, là, c'est une incarnation de ce qu'on vient d'évoquer au niveau européen, bien sûr, les débats qu'il y a eu et les querelles pris crocodile entre la France et l'Allemagne sur est-ce qu'il faut prendre en compte la production d'hydrogène à partir d'électricité qui vient de nucléaire comme étant verte. Les Allemands sont pas forcément pour, on le sait. Les Français ont réussi à obtenir gain de cause après un bras de fer dans les négociations récentes au niveau de la Commission européenne. Bon, il y a la question de l'hydrogène en tant qu'impact dans la géopolitique de l'énergie mondiale, notamment sur les logiques d'import-export, et notamment issus de l'Afrique du Nord, issus du Moyen-Orient, issus de l'Arctique européen. On le voit avec les productions d'hydrogène et d'acier vert à partir d'hydrogène local dans l'Arctique suédois, par exemple. Donc, de fait, ça a le potentiel de rebattre un certain nombre de cartes. Maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est pas l'hydrogène non plus qui va changer complètement la face de l'énergie dans le monde. Ce qui change complètement la face de l'énergie dans le monde, ce sont les renouvelables en premier lieu. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut dire, c'est que l'hydrogène est le facteur qui va achever de débloquer ce secteur et ce potentiel des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. C'est là
que l'hydrogène joue massivement un rôle dans la géopolitique de l'énergie. Merci Miko. Alors du coup, avec ces éléments-là, alors on a parlé au niveau de la stratégie nationale, avec Miko des enjeux géopolitiques qui sont forts. Mais si on revient à l'échelle territoriale, Nathalie, aujourd'hui, quelle est la position de la région Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on est aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, vous travaillez pour l'AER en tant que chef de projet hydrogène. Comment ça s'articule au niveau de la région ? Alors en Bourgogne-Franche-Comté, la thématique hydrogène énergie, elle n'est pas d'aujourd'hui, puisque dès 1999 a été créé un laboratoire à Belfort qui a poursuivi des recherches sur notamment la pile à combustible. Après des étapes, je dirais 10 premières années où c'était vraiment du soutien à la recherche, y compris avec l'appui de la région, on est passé sur des démonstrations. dont la plus célèbre, c'est le Mobipost. Il y a eu 10 petits véhicules développés notamment par l'UTBM de Belfort et les laboratoires FEMTO de l'université Franche-Comté qui ont délivré les courriers de la Poste. Et puis, on est entré après dans une stratégie plus économique. Notamment, une feuille de route a été rédigée et votée à la quasi-unanimité fin 2019 et dès 2017, la Bourgogne-Franche-Comté a été reconnue territoire hydrogène. À partir de là, la feuille de route a décliné 2 axes majeurs et 3 piliers. Alors les piliers, on peut pas développer une économie de l'hydrogène sans ces 3 piliers, la formation, la recherche et le développement et l'innovation, et l'appui des entreprises qui sont là pour transformer l'essai, je dirais, et apporter aussi leurs compétences. Les 2 axes, en fait, c'était le premier, contribuer à la transition énergétique et écologique. Ça s'est traduit, et j'y reviendrai, par des écosystèmes qui ont été mis en place, notamment dans des agglomérations du territoire, avec des flottes de bus et de bennes à ordures. On en a une qui est en fonctionnement, un écosystème à Auxerre, hein, et puis 2 autres, Dijon et Belfort, qui seront lancés cette année. Et puis retombée économique. Retombée économique, c'était cette fois, il faut que il n'y a pas seulement de la dépense autour de l'hydrogène, mais des retombées notamment en termes d'emploi et d'activité industrielle. Et donc, et notamment via l'AER, et en l'occurrence, mon activité, c'est de faire de l'attractivité sur le territoire pour développer des startups, pour attirer des entreprises. Nous avons récemment, je dirais dans les 3 dernières années, permis l'implantation de plusieurs factories, des entreprises de taille significative à terme avec le nombre d'emplois associés, notamment l'entreprise McPhy, qui s'implante dans le nord de Belfort, à Fontaine, pour produire des électrolyseurs. Pour les initiés des électrolyseurs PEM. Vous avez également Génie qui va produire à Montbéliard des électrolyseurs, mais également des piles à combustible et les membranes qui sont nécessaires à ces piles à combustible. Et le dernier, Innocell, qui expose, qui est une gigafactory pour produire des piles à 300 kW, c'est-à-dire de très forte puissance qui adressent des marchés comme le stationnaire, le maritime, la mobilité lourde. On a également permis un certain nombre d'implantations ou de spin-offs qui sont passés à l'état industriel, comme H26 qui expose ici et qui développe des groupes électrogènes, merci, à base d'hydrogène, qui peuvent par exemple alimenter des engins de chantier ou soutenir Enedis en cas de réseau Enedis en cas de travaux sur les lignes. Voilà, on a aussi des entreprises qui travaillent sur le stockage de l'hydrogène sur des hydrures, donc en mode solide et sans pression, etc. Voilà, donc on a vraiment cette volonté qui est les 2 axes, à la fois contribuer au développement et à la transition écologique et au développement des entreprises. Donc l'accent est mis à la fois sur la formation et aussi la R&D. Hein. Alors la formation et la R&D, bien évidemment. Vous avez notamment les équipes du FEMTO-ST et la plateforme Hydrogène Énergie qui est à Belfort, qui permet de continuer la recherche fondamentale. On en est, je dirais, pas aux prémices, mais au début de la filière hydrogène quelque part, et on a cesse d'améliorer les dispositifs et d'en inventer. Par exemple dans le stockage, d'autres façons aussi de produire de l'hydrogène. Et puis, on a également la partie formation qui est indispensable puisque les entreprises recherchent tous les niveaux de compétences de l'ouvrier spécialisé, technicien, ingénieur, dans leurs futures activités liées à l'hydrogène. Et en Bourgogne-Franche-Comté, ont été déjà développés un certain nombre de choses comme des masters liés à l'hydrogène, des licences pro sur l'hydrogène,
des partenariats avec l'AFPA et France Hydrogène pour développer des cursus de formation. Et aujourd'hui, la Bourgogne-Franche-Comté va candidater à un AMI national pour une école de l'hydrogène sur notre territoire. Donc, vraiment, l'accent est mis, en tout cas, sur tous les piliers stratégiques pour valoriser et en tout cas faire émerger l'hydrogène. Aujourd'hui, on vous avait parlé tout à l'heure différents écosystèmes. On a celui de Auxerre avec des bus qui fonctionnent à l'hydrogène. Très prochainement, un réseau de bus sur Dijon Métropole, où là, on va avoir une production d'hydrogène locale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet écosystème ? Alors effectivement, après Auxerre qui a 5 bus en service avec sa production locale, ce sera Dijon. Alors Dijon va produire son hydrogène à partir de la centrale thermique qui, parce qu'elle brûle à très haute température, va produire un gaz bas carbone qui va permettre d'alimenter une turbine et donc de faire de l'électrolyse bas carbone pour produire de l'hydrogène bas carbone. Et c'est assez remarquable puisque les bennes à ordures vont se recharger avec de l'hydrogène produit à partir des déchets qu'elles collectent. Ce modèle a été repris dans d'autres collectivités en France et même en Europe. C'est soutenu aussi par de la production par photovoltaïque juste à côté de la centrale thermique. La particularité de Dijon, c'est de vouloir changer toute sa flotte à horizon 2030-35, ce qui concerne plus de 200 véhicules, des bus et des bennes à ordures. Ce qui fait que Dijon a été lauréate et remarquée comme étant la ville européenne de la transition écologique et énergétique. Et elle accueillera en juin 2024, et ça on le sait depuis la semaine dernière, les journées hydrogène dans les territoires organisées par France Hydrogène. Donc à Dijon, c'est-à-dire que toute la communauté hydrogène française, recherche, entreprise, territoire sera présente. Donc, cette filière va être réunie au même endroit. On va pouvoir aller découvrir, en tout cas, l'écosystème avec les bus, les bennes à ordures à hydrogène, peut-être aller jusqu'à la production et puis voir le lien qui est fait. On visitera toutes les infrastructures avec l'électrolyseur qui sera mis en place. Et puis à Belfort également, vous avez un écosystème qui est en déploiement. Alors Belfort est remarquable parce que effectivement depuis 1999, il y a le fameux laboratoire FEMTO, les équipes de recherche sur l'hydrogène. Je crois que c'est demain d'ailleurs que seront présentés les futurs bus de la ville de Belfort, les premiers bus qui vont tourner sur le réseau Optimo. Donc ce sont des bus à hydrogène produits à partir d'électricité par électrolyse. Il y a également sur Belfort un événement au mois d'octobre, les 3 et 4 octobre, c'est le Forum Hydrogène Business for Climate, qui est un forum où il y aura des conférences et donc animé par des spécialistes. C'est un événement international. Il y a beaucoup d'Européens présents, mais aussi des Japonais, enfin voilà. Et là, ça permet plutôt de développer des activités de business. Donc on voit que aujourd'hui l'hydrogène, c'est pas seulement local, c'est vraiment une activité mondiale et il faut que notre territoire, la France, l'Europe, soient impliqués, notamment en termes de souveraineté et d'indépendance énergétique. Tout à fait. Il nous reste quelques minutes. Si Miko, vous nous entendez toujours et si vous êtes toujours avec nous, Bien sûr. Parfait. Quelles sont selon vous les clés de réussite de la France pour réussir cette transition énergétique avec l'hydrogène? Alors la question, elle s'adresse à vous, Miko, et puis après, bien sûr, Yann-Éric et Nathalie, vous pourrez y répondre. Je vais tendre la perche à mes camarades parce que j'allais dire, je veux pas couper l'herbe sous le pied de Yann-Éric, bien sûr, mais il y a une chose qu'on observe quand on compare l'écosystème français à l'écosystème allemand, néerlandais ou partout ailleurs dans le monde, c'est sa complémentarité, sa diversité et sa versatilité. C'est-à-dire que en France, il s'avère que malgré le manque de soutien politique qu'il y a pu avoir dans les années 2000 ou 2010 et qui a réémergé à la fin des années 2010, il s'avère que des efforts menés de recherche fondamentale ou appliqués depuis déjà plus de 20 voire 30 ans
ont permis que aujourd'hui l'écosystème français soit l'un des plus complets au monde. C'est-à-dire que qu'on parle de capture de carbone dans le cadre de production d'hydrogène à partir de gaz naturel, qu'on parle d'hydrogène vert issu d'électricité renouvelable, qu'on parle d'hydrogène avec biomasse, qu'on parle d'hydrogène naturel ou hydrogène géologique comme on l'a fait tout à l'heure, qu'on parle de bus, qu'on parle d'applications de mobilité très légère ou beaucoup plus lourde, de haute industrie, etc., etc. En fait, où qu'on regarde dans la chaîne de valeur hydrogène, en France, on trouve des acteurs qui ont un potentiel national, régional, mais aussi surtout européen, voire mondial pour certains. Et ça, c'est une richesse que les autres n'ont pas, y compris nos amis et néanmoins concurrents allemands. Yann-Éric, Nathalie, vous souhaitez ajouter quelque chose? Pardon. Oui, alors effectivement, la France a de sérieux atouts. Maintenant, il y a aussi des conditions de réussite. Donc, moi, ce que je citerais, c'est, voilà, ça reste une filière naissante. Il faut pas se tromper. On a, pour l'instant, vraiment, on s'est bien engagé, mais on peut encore se louper, entre guillemets. Et donc, il faut vraiment que l'État et l'ensemble des acteurs publics continuent d'accompagner au bon rythme le déploiement de la filière. C'est vrai qu'on est parti de projets avec vraiment quelques mégawatts. Maintenant, on parle de projets gigantesques de plusieurs centaines de mégawatts. Il faut peut-être pas louper la marche intermédiaire, d'aider les projets à grossir, aider la filière française à monter en puissance, mais au rythme auquel c'est réaliste qu'elle le fasse. Autre point, effectivement, que ce soit pour l'hydrogène, mais d'une manière générale pour la décarbonation de la transition énergétique, on aura besoin de plus d'électricité. Si on respectait les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment en matière de déploiement des énergies renouvelables, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est qu'on est en retard. Ouais. Donc, il y a une loi d'accélération des ENR. Donc, on espère que ça va vraiment accélérer les choses parce que voilà, il y aura une électrification directe par ailleurs et pour faire de l'hydrogène, même si on veut aussi diversifier les sources de production d'hydrogène, on aura besoin de cette électricité. Et le dernier point, Nathalie l'a mentionné tout à l'heure, c'est vrai pour toutes les régions, c'est développer les compétences et donc la formation pour s'assurer que la filière dispose des talents et des compétences dont elle aura besoin. Nathalie? Alors moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'on me dit souvent, mais ça va pas assez vite. Effectivement, on voudrait en être plus loin. Mais c'est vraiment récent, cette accélération autour de l'hydrogène. Et contrairement aux énergies, pétrole, gaz, électricité, tout est à construire. Les réseaux de distribution, la production décarbonée, les usages, puisque aujourd'hui, on attend avec impatience les premiers camions industrialisés à l'hydrogène. On attend également 100 000 emplois à horizon 2030 sur le territoire national, qui démontrent qu'au-delà de cet aspect qui peut paraître coûteux de développement de la filière hydrogène, il y aura des nouveaux métiers, c'est les compétences de demain. On l'a dit, on le redit, les compétences, c'est un élément clé qu'il faut développer. Voilà. Merci à vous. En tout cas, voilà ce qu'on peut retenir. Alors, tout à l'heure, on disait, est-ce qu'on est en avance, on est en retard par rapport à l'Europe. Finalement, au vu de ce qu'on a pu échanger, on est, alors c'est peut-être un peu présomptueux, mais peut-être plutôt un peu en avance quand même, au vu de tous ces écosystèmes, de tous ces budgets qui sont fléchés. Et puis, des vrais leviers de décarbonation, bien évidemment, mais des leviers économiques, industriels, et puis après, d'emploi pour notre territoire. Et il faut bien comprendre que l'hydrogène, c'est un élément clé du mix énergétique. Ça ne fera pas tout, ça ne résoudra pas tout, ouais, mais ça résout quand même certains problèmes que d'autres énergies ne peuvent pas résoudre. On se plaît à dire, si je peux juste à France Hydrogène, de dire qu'à lui seul, il fera pas la transition énergétique, mais on n'arrivera pas à faire la transition énergétique sans l'hydrogène. Oui, donc ça rentre dans notre mix énergétique. Voilà. Je vous remercie à tous les trois pour votre participation à cette première table ronde. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous à 11h15 sur une nouvelle thématique, toujours sur l'hydrogène, mais une nouvelle énergie pour le BTP, le transport et la manutention. À très vite.